Quand on parle français qui se domicilie en Belgique, on évoque souvent la fiscalité, bien sûr. Cela fait 2 ans maintenant qu'une grande réforme était l'objet de très vives discussions. Les Français domiciliés à l'étranger étaient directement concernés, mais pas qu'en Belgique, partout dans le monde. Il s'agit au départ d'instaurer un calcul sur les revenus mondiaux pour déterminer la tranche d'imposition pour les revenus imposables en France. Alors le but, que les taux se rapprochent alors des barèmes appliqués dans l'Hexagone. Au départ, c'est aussi pour plus de clarté et de simplicité. Mais problème, en réalité, la réforme risquait de faire peser un lourd tribut aux bas et moyens revenus qui paieraient plus d'impôts. Des collectifs se sont levés contre la réforme et au final, début octobre, retournement de situation. Les parlementaires ont adopté un amendement présenté par la députée Anne Gentet en commission. Il va permettre de maintenir le caractère partiellement libératoire du prélèvement à la source pour les revenus de source française des contribuables non résidents. Alors c'est un peu technique, mais en gros, cela ressemble fort à un retour au point de départ. D'autant que la fiscalité des Français de l'étranger ne devrait plus changer d'ici la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Alors soulagement ou simple répit, pour en débattre, par visioconférence, nous avons Anne Gentet. Bonjour, vous êtes la députée La République En Marche, à l'origine de cette réforme. On verra avec vous si au final c'est un échec ou pas et pourquoi vous vouliez cette réforme qui revient maintenant au point de départ. Cécilia Gondard, bonjour. Vous êtes la présidente de la commission fiscalité de l'Assemblée des Français de l'étranger, élue en Belgique pour le Parti socialiste français. Vous étiez insatisfaite de cette réforme et vous allez nous expliquer pourquoi également. Georges-Francis Saint-Gris, élu LR ici en Belgique, bonjour. Bonjour. Et premier opposant au projet, on peut dire ça, vous allez nous expliquer pourquoi aussi tout à l'heure. Pierre-Antoine Mathieu, bonjour. Vous êtes représentant du collectif des contribuables non résidents, contribuables en danger. C'est un groupe sur Facebook de 3000 Français en Belgique qui ont fait bouger cette réforme. C'est le collectif principalement de frontaliers qui a alerté les élus. Alors on peut peut-être commencer par vous. Concrètement, pourquoi, explique-nous, vous vous êtes insurgé contre cette réforme et qu'est-ce que ça risquait de changer pour les Français de Belgique, notamment dans les chiffres Alors, il faut comprendre que quand on évoque les résidents français qui sont installés en Belgique, on parle souvent des contribuables fortunés, des contribuables aisés qui viennent profiter d'un système qui leur est favorable. Mais pour la plupart, nous ne sommes pas des exilés fiscaux. Parce que ça concerne les grosses fortunes quelque part. Voilà, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui sont à proximité de la frontière, qui ont une activité dans la métropole lilloise, par exemple. Les cadre du privé, des fonctionnaires, des enseignants, des infirmiers, des infirmières. Donc ça représente tout un panel assez large de personnes qui ont une activité en France et qui étaient impactées par cette réforme qu'on a découverte un peu par hasard. Et en s'intéressant, en essayant de comprendre ce que ça allait changer pour nous, on s'est effectivement vite aperçu que pour une bonne part d'entre nous, ça allait avoir un impact extrêmement important au niveau du calcul de nos impôts, avec parfois un doublement, voire un triplement de nos impôts. Un doublement, triplement des impôts. Tout à fait, tout à fait. Donc c'était une réforme qui était pour nous complètement inacceptable en l'état. On ne peut pas accepter de se voir prélever 2-3 fois plus d'impôts. Pour la même situation, pour la même situation. Et ça concernait qui ? Alors ça concernait l'ensemble des personnes donc, qui, pour nous, avaient une activité en France, mais résidaient en Belgique ou dans d'autres pays, notamment européens, puisqu'il y a d'autres résidents en Allemagne, peut-être en Espagne. On va peut-être voir justement un comparatif. On a en tableau un comparatif qui permet de bien comprendre ces chiffres et de voir la différence. La réforme retenue, par exemple, pour un revenu de 2 500 € par mois après charges sociales, avant la réforme, c'était 1 459 € d'impôts. Le projet initial, 5 400. Et si on avait dû payer ces impôts en Belgique, c'était plus de
6 000 euros. Donc on sent bien qu'il y a d'énormes différences, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça, avec du coup un impact au quotidien pour chacun, puisque payer 3 fois plus d'impôts, ça veut dire diminuer ses dépenses sur d'autres postes. Donc c'était juste inacceptable pour nous. Donc c'est pour ça qu'on s'est mobilisé. On est parti à 3. Vous avez eu une forte mobilisation, donc tout à fait. Plus de 3 000 personnes. Aujourd'hui, plus de 3 000 personnes. On a commencé à 3. On s'est rencontrés sur Facebook et puis dans le train avec Julien Konowski, puisque moi je travaille à Lille, donc je prends le train tous les jours pour vous étiez directement concerné. Aller là-bas. On va donner la parole à Anne Gentet, hein. Vous êtes à l'origine de cette réforme. On a tout de même le sentiment que c'est un peu tout ça pour ça au final. Est-ce que vous imaginiez qu'il y aurait justement de tels travers avec des résidents français en Belgique qui risquaient de voir leurs impôts doubler, voire tripler? Est-ce que vous imaginiez ça? Alors, l'objectif de la réforme proposée n'était certainement pas d'augmenter tout court les impôts et encore moins de les doubler ou de les tripler, qu'on soit très clair. La situation à laquelle face à laquelle je me suis trouvée était la suivante. Au moment où la France a mis en place pour ses résidents le prélèvement à la source, le système de collecte de l'impôt pour les non-résidents se voyait donc associer 2 mécanismes qui sont ce qu'on appelle la retenue à la source, pardonnez-moi pour ce côté un peu technique, et le prélèvement à la source. Je ne vais pas détailler ce que c'est, mais pour juste comprendre, cette superposition de 2 mécanismes rendait la collection de l'impôt extrêmement complexe pour notre système fiscal, dont il faut dire, on a précisément 260 000 foyers fiscaux non résidents, tous ne sont pas français, c'est-à-dire ces personnes qui vivent à l'étranger, en Belgique ou ailleurs, mais qui ont des revenus en France. 260 000 à peu près. Tous ne sont pas français. Et c'est donc le plus gros centre des impôts, de traitement des impôts en France qu'on trouve à Noisy-le-Grand qui ne traite que ces dossiers-là. Eh bien, ces personnes, ces agents du fisc-là, figurez-vous qu'ils n'ont pas d'outils informatiques pour calculer l'impôt qu'on leur doit, tellement le barème est compliqué pour collecter l'impôt des non-résidents. Alors c'est très technique, on le comprend bien, et donc votre objectif au départ, c'était de simplifier les choses, c'est ça? C'était de simplifier les choses. Voilà, le prélèvement à la source venait rajouter de la complexité, donc l'idée c'était de simplifier. Moi, ce que j'avais proposé dans mon rapport, c'était de s'engager vers, et j'insiste beaucoup sur les mots qui sont très importants, vers une convergence. J'ai jamais dit dans mon rapport qu'il fallait du jour au lendemain s'aligner, parce que ça, je savais. J'avais l'air des tableaux qu'il simulait dans mon rapport. Je savais que si on s'alignait du jour au lendemain sur le barème des résidents, on voyait exploser l'impôt de quelques-uns. Mais moi, encore une fois, ma mission, elle est de proposer une vision, de proposer un projet. Je ne suis pas un technicien de la fiscalité, c'était pas à moi de donner les détails de comment on mettait en place cette convergence. Le gouvernement, c'était son travail, et est arrivé avec différentes propositions qui étaient à l'extrême opposé de ce que je proposais. D'ailleurs, l'un des points que je proposais, c'était justement qu'on s'occupe pas, vous l'avez cité tout à l'heure, des revenus qu'on a ailleurs dans le monde. Moi, je suis fermement opposée à ça, parce que les petits malins qui ont souvent des bonnes fortunes, ils savent très bien dissimuler leurs revenus ailleurs dans le monde, et qui est victime de ça? C'est ceux qui ont des revenus simples, dans le pays dans lequel ils résident, et à qui on demande de donner leurs revenus pour augmenter artificiellement l'imposition de leurs revenus qu'ils ont uniquement en France quand on a 2 sources de revenus. Vous voyez, un petit peu de revenus en France, un petit peu de revenus là où on habite. Et l'immense majorité des gens, et M. Pierre-Antoine Mathieu l'a rappelé, mais l'immense majorité des gens qui sont à l'étranger, mais ne sont pas des fortunés. Ce sont des gens qui ont un train de vie tout à fait normal. On a toutes les gammes de revenus comme on pourrait l'avoir en France. Il y a peut-être une catégorie de population qui est peut-être surreprésentée, qui sont les retraités, mais franchement, ce ne sont pas des grands fortunés. Les grands fortunés, on les compte pratiquement sur les doigts d'une main. Donc voilà, je crois que là, la réforme qui était proposée par le gouvernement, clairement, ne répondait pas à l'objectif du rapport. Elle a mis en colère, il faut remercier les associations de contribuables parce que clairement, le gouvernement les a entendus, a compris. Et ensuite, je pourrais vous détailler, il y a un travail de construction avec le gouvernement pour pouvoir avancer vers un projet acceptable et équilibré. Parce qu'après 2 ans tout de même de discussion autour de cette réforme, cet amendement déposé ici début octobre, est-ce qu'on peut dire que c'est un retour à la case départ? Pour le contribuable qui paye ses impôts tous les ans, qui a des revenus en France et qui habite à l'étranger, oui, parce qu'il verra son montant d'impôt quasiment strictement identique. Je dis quasiment pourquoi. Il y a un point qui ne me plaît pas, qui a été maintenu. Encore une fois, c'est un petit peu technique, mais pour ceux qui choisiraient de ne pas déclarer leurs revenus qu'ils perçoivent ailleurs dans le monde, le taux, ils sont soumis à un barème qui
est plus élevé depuis 2 ans. Voilà, il y a ce petit point, et qui a d'ailleurs, le gouvernement nous l'a dit dans son rapport qu'il nous a remis là en juillet, il a rapporté précisément 56 millions d'euros à l'État français, ce qui n'est pas une bagatelle. Avant de passer peut-être aux autres intervenants, est-ce qu'on risque à un certain moment de se diriger vers un système d'imposition passeport, comme on le connaît par exemple aux États-Unis, comme on le connaît par exemple pour les ressortissants américains? Alors ça, c'est certainement non. Ça, tout de suite, je vais expliquer pourquoi. D'abord, pour une raison très technique, la France a 200 conventions fiscales avec 200 pays dans le monde. Et une convention fiscale, près de 200, pas tout à fait. Et une convention fiscale, ce sont parfois plus de 10 ans de négociations avec un pays. Si on devait arriver à un impôt lié à la nationalité, il faudrait renégocier. Ça met à plat toutes les conventions existantes et on repart sur 10 ans de négociations. C'est trop compliqué, quoi. Et ensuite, la Constitution française ne fait pas de distinction. Il faut être très clair en matière de fiscalité. On ne regarde pas la nationalité. C'est très clair dans la Constitution. Donc vraiment, c'est un non catégorique. Et puis en plus, il y a un rapport qui a été fait par l'Assemblée nationale il y a à peu près 1 an maintenant et qui a rendu ses conclusions et qui a confirmé que cette modalité de l'imposition n'est pas possible en France. Alors Cécilia Gondard, je rappelle que vous êtes la présidente de la commission fiscalité de l'Assemblée des Français de l'étranger. Vous étiez pour une réforme, si je comprends bien, mais pas cette réforme-là, c'est ça? Expliquez-nous. Évidemment, donc on travaille sur les dysfonctionnements évidemment liés à la fiscalité des Français de l'étranger depuis longtemps. On a en gros 2 régimes, celui de la retenue à la source avec un barème spécifique qui est assez simple en fait, et un système très complexe, difficile à utiliser à côté, au point même que la direction des non-résidents à Bercy reconnaît qu'il est quasiment impossible à mettre en place. Et là, au lieu de simplifier ce système-là, ce à quoi nous on a appelé, et notamment permettre l'accès au barème progressif, à la progressivité de l'impôt, c'est à la base de la justice sociale et fiscale, la progressivité de l'impôt. Au lieu de faciliter l'accès à la progressivité de l'impôt et de simplifier ce système-là, ils sont attaqués au seul système qui était assez simple pour l'instant, la retenue à la source. Alors je suis heureuse qu'on revienne sur cette réforme. Les députés LREM qui ont été élus en 2017 ont voté cette réforme, ont voté les budgets de l'État depuis, reviennent dessus aujourd'hui. Je pense que c'est aussi grâce à l'action des collectifs. Nous, on s'est aussi... on peut dire que c'est la première fois aussi que les citoyens sont à ce point entendus peut-être par le fisc, par Bercy. C'est quand même une première, non ? Je crois que c'est une première et nous, on s'en félicite. On s'est mobilisé. La mobilisation, elle a été difficile au début. On n'a pas beaucoup réussi à toucher, mais on peut remercier tous ceux qui sont présents autour de ce plateau, qui ont su nous écouter, Madame Genetet, Madame Gondard, Monsieur Singry, et d'autres également. À force de conviction, d'explication, de pédagogie, effectivement, on a pu être entendu et c'est remonté jusqu'au ministre Gérald Darmanin, qui était directement impacté aussi, puisqu'il était élu à Tourcoing. Il était maire de Tourcoing, à proximité de la frontière. Voilà. Donc directement. Ça a beaucoup joué, évidemment. Ça a sans doute pu jouer un peu en notre faveur, effectivement. Georges-Francis Singry, élu LR ici en Belgique, vous étiez dans une opposition systématique, on peut dire, vous étiez contre aussi cette réforme? Écoutez, pour les raisons qu'a expliqué M. Mathieu, oui, on ne pouvait être que contre, puisque cela conduisait à une multiplication par 2, voire par 3, voire peut-être davantage encore dans certains cas limites, de la fiscalité et de la taxation. Donc c'était inacceptable, évidemment. Je voudrais, si vous me permettez, faire un petit retour en arrière par rapport à Mme Genetet. Ce qu'a dit Mme Genetet, c'est que cette fiscalité ne touche pas que les Français, mais elle touche tous les non-résidents. Ou s'il a un bien, s'il touche des loyers parce qu'il a un appartement à Paris, ou voilà. Donc ça concernait également les Belges. Ça concerne tous les non-résidents, donc en l'occurrence, puisque nous sommes en Belgique, également les Belges. Alors est-ce qu'il y a tout de même des choses à corriger dans le futur? Est-ce qu'il y a des choses à simplifier tout de même? Vous étiez opposé à cette réforme, mais est-ce que tout de même on peut voir une modification tout de même à terme? Écoutez, on est revenu à la case départ. Donc globalement, pour le moment, moi je suis content comme ça. Par contre, il reste d'autres points qui restent à modifier dans la fiscalité des Français de l'étranger. Quoi, par exemple? Par exemple, ce qu'on appelle la résidence principale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, imaginons que vous ayez un 30 mètres carrés à Sarcelles, eh bien c'est considéré comme une résidence secondaire. Si c'est considéré comme une résidence secondaire, ça veut dire que vous allez payer un impôt foncier qui va correspondre à celui d'une... Bon, on peut bien imaginer qu'une résidence secondaire dans le 9.3, c'est un peu difficile de l'imaginer.
Il y a aussi les abattements et les dégrèvements dont ne bénéficient pas pour le moment les Français de l'étranger. Hein. Vous faites un don à une association, il n'est pas défiscalisable. Vous touchez une retraite, vous versez une pension alimentaire, vous ne pouvez pas la déduire, sauf à avoir recours à l'arrêt à la jurisprudence Schumacher, mais qui est quelque chose de très difficile à mettre en œuvre. Alors, les pensions alimentaires, ça a été corrigé. Ça a été corrigé. Ça a été corrigé. Donc. Très bien. C'est un acquis de la réforme de l'année dernière. Et désormais, les pensions alimentaires versées à un ex-conjoint en France, à partir du moment où, et les services fiscaux le savent, on réside dans un pays qui ne prend pas en compte cette pension alimentaire ne sera plus intégrée dans le revenu. Elle sera donc déductible du revenu. Donc ça, c'est très important. C'est une grande avancée et beaucoup l'attendaient. Oui, mais si Cécilia vous Gondard, vous n'êtes pas tout à fait satisfaite avec ça. Alors oui, c'est uniquement en effet pour les personnes voilà. Cette pension alimentaire est après imposable en France. Donc si par exemple on a des personnes qui ont abandonné à l'étranger leurs femmes et leurs enfants et qui leur ne versent plus de pension alimentaire, là du coup il n'y a pas d'incitation à la verser puisqu'ils ne pourront pas la déduire si ces personnes bénéficiaires ne sont pas en France. Ouais. Alors, est-ce que vous avez bien compris comment, aujourd'hui, ça fonctionne pour les téléspectateurs qui nous regardent, parce que c'est quand même assez complexe. Aujourd'hui, donc, on est revenu à la case départ, ou presque, et donc ça se passe comment? Eh ben, c'est comme avant, donc... Donc, il faut savoir que pour les Français ou d'ailleurs les Belges ou tous les non-résidents, il y a d'abord une convention fiscale bilatérale qui s'applique et qui détermine le lieu de l'imposition. Est-ce qu'on paye nos impôts en France ou en Belgique? Voilà. Deux pays, donc même s'il y a des phénomènes marginaux de double imposition, en effet, on ne peut pas être imposable dans les deux. Là, on parle évidemment du régime qui s'applique uniquement aux Français qui sont déjà imposables en France, donc ceux qui travaillent en effet, qui traversent la frontière. Alors, les retraités du secteur privé qui ont travaillé en France et qui sont en Belgique, eux, payent leurs impôts en Belgique, mais en effet, des retraités de la fonction publique, par exemple, française, paieront leurs impôts en France. Donc, la réforme dont on parle là ne s'applique, il faut bien le préciser, qu'à ceux qui sont imposables en France. La plupart des Français, en fait, en Belgique, sont sous contrat belge ou travaillent dans des institutions et ne sont pas du tout concernés par cette réforme s'ils n'ont pas de revenus de source française. Alors, malgré tout, vous êtes tout de même pour une évolution, pour, à terme, une simplification. Qu'est-ce que vous demandez, vous ? Alors nous, on demande à ce que ceux qui ne sont pas sous ce régime de retenue à la source, qu'on préserve, heureusement, qui sont sous l'autre régime et qui actuellement peuvent se retrouvent imposables dès le premier euro à hauteur de 20%. Par exemple, je vous donne un exemple. J'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps une femme divorcée aux Pays-Bas. Elle n'a plus de revenus autres que quelques revenus immobiliers. Elle a 1 300 € de revenus immobiliers en France. Ceux-là sont soumis à cette imposition à 20% dès le premier euro. Alors, il y a tout un système complexe pour accéder à la progressivité de l'impôt. Voilà, il faut simplifier tout et il faut que pour ces personnes-là, ce soit possible d'accéder directement à une progressivité de l'impôt. On ne gagne pas grand-chose, on ne paye pas beaucoup d'impôts, on gagne beaucoup, on paye plus d'impôts. Anne Gentet, alors comment... dans l'avenir, pensez-vous qu'il faut tout de même aller vers cette simplification, puisque c'était tout de même l'un de vos objectifs au départ, on n'y est pas vraiment arrivé. Est-ce qu'on peut parler d'échec et est-ce que voilà, vous avez d'autres pistes peut-être pour l'avenir ? Alors, moi, à titre personnel, compte tenu de la réflexion que j'ai menée sur cette réforme de la fiscalité, je n'ai pas l'habitude de tourner autour du pot. Oui, pour moi, c'est une forme d'échec. C'est une forme d'échec de ne pas avoir pu faire comprendre comment fonctionne cette fiscalité, qui sont, d'abord tout simplement, à commencer par faire comprendre qui sont ces Français à l'étranger. Ça a été dit autour de cette table, pour ceux qui sont en Belgique, ce sont des gens qui travaillent tranquillement dans une boîte belge. Certains traversent la frontière et travaillent dans une boîte française ou dans une institution française. Et c'est pas, encore une fois, des grandes fortunes. Donc cette compréhension de qui sont les contribuables à l'étranger, on voit là qu'on a une difficulté à les identifier. D'ailleurs, quand vous allez à la direction de l'impôt des non-résidents au ministère des Finances, ils savent pas qui vous dire. Ils savent pas vous dire combien sont français, combien sont étrangers, quel est précisément leur profil social, leur revenu dans l'ensemble. Ils ne savent pas dire, et cette difficulté à identifier
qui sont ces Français à l'étranger, pénalise beaucoup. Et pour le moment, avant de s'engager vers un projet de réforme fiscale, essayons d'abord de faire comprendre, de comprendre qui sont ces Français à l'étranger. Cécilia Gondard, cet arrêt Schumacher, vous en pensez quoi ? Alors en fait, l'arrêt Schumacher, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que si la majorité de nos revenus sont imposables en France, on doit avoir accès aux mêmes droits de crédit et de réduction d'impôts que les Français résidant en France. Et dans la pratique, pour faire appliquer cet arrêt, il faut actuellement aller par voie contentieuse. Ça veut dire faire un recours auprès de la DINR, de la Direction des non-résidents à Bercy, et engager tout un processus où on va devoir prouver tous ses revenus, etc. Et à la fin duquel, et c'est un long parcours administratif, on va se faire rembourser. C'est un peu le parcours du combattant. C'est le parcours du combattant, exactement. Donc là, ce qu'on demande à l'Assemblée des Français de l'étranger, depuis plusieurs années, on a passé à l'unanimité de l'Assemblée quand même une résolution là-dessus. On demande de pouvoir cocher une case et directement y avoir accès et avoir une reconduction tacite si besoin également. Et je sais que la DINR est ouverte à cette idée, mais comme d'habitude, ça va sûrement rester bloqué par le gouvernement. Anne Genetet, on peut se poser la question, pourquoi vous avez été les titillés, quelque part, les Français qui résident à l'étranger, notamment en Belgique, puisqu'en Belgique, on sait que voilà, ils ont majoritairement voté pour Macron quand même. Alors, j'ai rien du tout contre les Français de Belgique, ni contre les Français de nulle part, qu'on soit très clair. Non, simplement, l'idée, et là je rejoins Madame Gondard, il faut aller vers un système beaucoup plus simple qui soit lisible. Vous savez, l'acceptation de l'impôt, elle impose qu'on le comprenne. Mieux on comprend l'impôt, mieux on l'accepte. Et là, clairement, et on voit bien, et Madame Gondard est destinataire, comme moi je le suis aussi, de personnes qui se plaignent, si vous saviez le nombre de contentieux, le nombre d'erreurs qui sont faites sur les calculs de cet impôt, c'est considérable. Quand vous êtes contribuable, que vous recevez une feuille d'imposition, je vais même vous dire, là c'est arrivé à 3 d'entre nous parlementaires. Il y a une erreur sur notre imposition de cette année. Bon, quand on reçoit ça, on n'est pas content. Alors moi, je vous avoue que je m'en étais pas tout de suite aperçu. Et tout ça, c'est très bien réglé après. Mais ça vous fait douter après. Vous dites, mais pourquoi est-ce qu'ils se sont trompés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et vous n'adhérez pas bien à l'impôt. Donc il est important que le barème, qu'à la mécanique, que tout ceci soit simple, que vous puissiez le calculer par vous-même. Aujourd'hui, je mets au défi quiconque en France. Vous êtes en France. Vous avez un revenu, vous avez une petite machine à calculateur, vous savez au moment de votre déclaration déjà prévoir, l'année prochaine, je vais payer tant d'impôts. Pour un non-résident, je vous mets au défi quiconque de savoir le faire. Il faut donc simplifier. C'est votre avis aussi, c'est votre avis, Pierre-Antoine Mathieu. Il faut simplifier, c'est trop compliqué, même si pour vous, dans cette histoire, c'est une victoire, quelque part. Oui, c'est une victoire. Je dirais que simplifier, pourquoi pas. Je pense qu'il faut rendre aussi effectivement les choses opérationnelles sur certains points qu'évoquait Cécilia Gondard ou Georges-Francis Saint-Gris sur le point de Schumacher, par exemple. Mais ce qui est important, effectivement, c'est que ça puisse se faire en co-construction aussi avec les principaux concernés, c'est-à-dire nous, contribuables. Voilà, là, vous avez senti, en tous les cas, dans cette affaire, qu'il y avait une écoute quand même possible, en tous les cas. Voilà, tout à fait. Ça a été le cas, pas au début, mais effectivement, à force peut-être de râler, c'est peut-être notre caractéristique française, mais aussi d'expliquer, de pédagogie, on a été écoutés, et je crois qu'il faut continuer dans cette voie. Un petit mot pour la fin, Cécilia Gondard, donc plus de simplicité aussi, plus de pédagogie, on retient finalement cela au terme de ce débat. Bon, je pense aussi qu'on parlait du consentement à l'impôt. Je crois que c'est un sujet intéressant que Madame Genetet vient de soulever. On a un recul des services publics consulaires partout dans le monde. Donc, c'est vrai que c'est aussi compliqué pour des personnes qui voient leur impôt augmenter en permanence, en parallèle, de voir des suppressions de services publics partout, qui sont massives sur ce quinquennat. On supprime énormément de postes dans les consulats et les ambassades dans le monde. Donc les délais sont de plus en plus longs. Précédent quinquennat. Comment ? On a eu moins de suppression de postes qu'au précédent quinquennat. Et là, cette année, je vous fais remarquer qu'il n'y a aucune suppression de postes. Il y a même une très légère augmentation pour l'année à venir dans le PLF qu'on vient de voter. Oui, sauf que les objectifs d'ici la fin du quinquennat n'ont pas encore été révisés. Donc ça veut dire qu'il y aura une hausse beaucoup plus importante des suppressions d'impôts sur 2022, à moins de revoir tous les objectifs, notamment de l'AP 2022. Georges-Francis Saint-Gris, peut-être. Je n'ai pas de commentaire à faire à ça. Il n'y a pas d'augmentation d'impôts. Les impôts sont strictement les mêmes avec l'amendement qui a été voté.
Georges-Francis Saint-Gris, le mot de la fin. Et on voit qu'il y a quand même encore du pain sur la planche pour simplifier cette imposition. Absolument. Mais je fais confiance à nos élus pour mettre cela en œuvre le plus rapidement possible. Merci beaucoup à tous d'avoir participé donc à ce débat. On retiendra donc ce retour quelque part à la case départ. Merci beaucoup Georges-Francis Saint-Gris, élu LR ici en Belgique. Cécilia Gondard, président de la commission fiscalité de l'Assemblée des Français de l'étranger. Anne Gentet, député de la République En Marche, qui était donc à l'origine de cette réforme. Et Pierre-Antoine Mathieu, qui représentait le collectif des contribuables.